Bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur En Toute Puissance. Nous sommes un petit peu à la suite de la précédente VOD, il y a juste une petite pause repas entre les deux, mais on est dans la même session de live, donc ça va, je n'ai pas oublié grand chose. Je suis encore bien sur le thème, pas comme parfois où il y a de temps en temps quelques semaines d'écart entre les VOD, en fait au moment où elles ont été tournées. Non, là ça va, je suis encore bien dedans. On est toujours donc sur la session où on papote des actes asociaux et de comment est-ce qu'on peut les gérer, comment est-ce que l'égoïsme et ainsi de suite on peut le prendre en compte, comment est-ce qu'on peut notamment essayer de faire preuve de compassion, comment est-ce qu'on peut essayer de mettre en place de l'autodétermination même avec ce genre de mécanisme et ce genre de profil. Et donc on est à est-ce que cela répond à notre quête? Oui, car la compassion aide à créer des relations positives, constructives et aide à transformer celles qui sont de nature négative et destructrice. Si on ne devait retenir que quelques éléments d'action, on pourrait on pourrait filtrer les situations à défi de la sorte. Être pleinement attentif, reconnaître l'humanité que nous partageons tous dans le problème, la situation, la difficulté en cours, éveiller la bienveillance déjà ressentie et l'étendre, agir par des actes. On peut parallèlement surmonter l'effet spectateur, le conformisme, les pressions sociales, en se donnant des techniques d'autocompassion. Plutôt que de se préoccuper de la valeur que l'on a vis-à-vis d'autrui, ou être plombé par d'éventuelles menaces sociales, on peut substituer ces méthodes. Reconnaissance des difficultés extérieures, intérieures à agir, reconnaissance de leur commun partage avec l'humanité, volonté d'y remédier pleinement, avec une puissante bienveillance pour autrui et soi. Ce qui est encore une fois, globalement ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, hein, ce qu'on évoquait. D'ailleurs, on était juste à la fin de la partie. C'est vraiment ce qu'on dit, quoi. Hein. C'est compliqué de se retrouver face à des gens et des profils qui peuvent être extrêmement violents et asociaux. Hop, j'ai appuyé sur une touche où il fallait pas. Voilà, c'est effectivement compliqué après de pouvoir faire preuve de compassion face à des gens qui peuvent avoir notamment des raisons d'agir négatives qui sont finalement assez anecdotiques, assez pitoyables même. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est vraiment l'importance que finalement ce sont des éléments qui sont dus uniquement au social. Uniquement parce qu'il est communément admis et largement communiqué, renforcé par notre société, par différents aspects, par les films, par les séries, par le milieu professionnel, par la famille, par les milieux amicaux et ainsi de suite, ces valeurs-là, qu'on arrive sur ces actions aussi violentes pour des raisons qui peuvent sembler vraiment triviales. C'est vraiment parce que ce sont des valeurs qui sont communément admises et reproduites. Et donc, pour les réguler, en fait, s'attaquer à un individu en tant que tel, finalement, n'est pas très pertinent. Venir attaquer le fonctionnement d'un incel sur l'incel, finalement, ne va pas régler le problème des incels. En plus d'être particulièrement difficile parce que la personne va être déjà enclavée dans un milieu idéologique, dans un fonctionnement idéologique qui est quand même assez violent et assez fermé. Il va pas vraiment accepter facilement qu'on discute avec lui et à remettre en question son modèle. C'est pas vraiment le propos du truc. Donc il faut vraiment prendre en compte que ce sont des problèmes sociaux et que agir dessus est possible, mais qu'il faut agir notamment sur l'aspect social. Il faut agir sur le groupe en fait, sur les sociétés dans lesquelles on vit et sur les valeurs qui sont transmises par ces sociétés. J'ai remarqué qu'en auto, beaucoup de perdent la compassion. Ah ouais? C'est possible, je sais pas. C'est vrai qu'encore une fois, comme l'avait dit V6 dans le récit, dans le texte là juste avant, en plus le passage qu'on a eu juste avant la coupure VOD, c'est d'autant plus difficile de faire preuve de compassion face à des gens qui sont violents, oppressifs, et sur des raisons qui sont bancales, on va dire gentiment, bancales, mais qui sont complètement nulles quoi. Quand le mec vous dit je vais aller tuer des gens parce qu'ils m'ont manqué de respect, parce que je les ai vus en couple au cinéma, ouais, c'est sûr que c'est compliqué de faire preuve de compassion derrière, quoi. Je dis ça parce que l'usage du terme autocompassion me fait tiquer. Autocompassion, c'est la compassion envers soi-même. Hein. C'est dans ce sens-là. Je sais pas si c'est ce que tu veux dire. Parce que peut-être que j'ai mal compris la phrase, du coup. J'ai remarqué qu'en auto, beaucoup perdent la compassion. Donc les gens sont moins capables de faire preuve de compassion envers eux-mêmes. C'est ça que tu essayes de dire ?
Ce qui n'est pas forcément étonnant non plus, parce que, encore une fois, dans nos sociétés occidentales, on nous pousse énormément à l'individualisme, certes, mais on a quand même un bassin idéologique avec toute l'imagerie du sacrifice, toute l'imagerie de donner tout le temps, en fait, qui est très présente aussi. Du coup, finalement, est-ce que c'est pas peu étonnant que l'autocompassion soit si peu présente? On a tendance à avoir une société qui nous pousse étonnamment énormément vers l'individuel, et en même temps, c'est en parallèle et assez contradictoire, de totalement nous oublier, dans le travail, de nous oublier dans le fait de gagner de l'argent, ce genre de choses. Donc on a ces deux discours qui sont communément relayés, qui sont communément partagés et repartagés entre les membres de nos sociétés, alors qu'ils sont assez antinomiques, qui sont assez en contradiction. Mais on a quand même ces deux choses-là qui sont toutes les deux. Et au final, finalement, l'aspect individualiste de nos sociétés, plus que tourner vers un individu et vers toi, en fait, c'est aussi surtout ne pas se tourner vers les autres, j'ai l'impression. On a quand même beaucoup d'éléments dans nos sociétés individualistes qui poussent surtout à négliger autrui, plus qu'à ne penser qu'à soi-même. Et je sais pas si je suis suffisamment clair là-dessus, je sais pas si c'est suffisamment parlant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que dans nos sociétés, notamment colonialistes, patriarcales, on a plus tendance à utiliser le retour à l'individu pour finalement décrédibiliser, pour réduire la parole d'autrui, pour réduire le fait de prendre en compte ce que peuvent ressentir les autres, plutôt que pour ne prendre en compte que ce qu'on ressent. J'ai peut-être plus l'impression qu'on est là-dessus. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas juste un ressenti personnel? C'est possible. J'avoue que c'est là quelque chose que je vous partage comme ça parce que ça me vient en parlant. Mais je ne saurais pas du tout si les travaux qui sont faits sur vraiment les valeurs transmises par nos sociétés occidentales, capitalistes et libérales, sont vraiment axés là-dessus, sur plutôt le rejet d'autrui que sur toi personnellement. Et c'est peut-être du coup, si c'est le cas, c'est peut-être une explication à pourquoi est-ce que l'autocompassion a tendance à facilement partir finalement quand on est sur des thématiques auto en fait. Parce que justement, la compassion envers soi-même, c'est du coup se centrer sur soi et sur ce qu'on ressent. Et si du coup on est effectivement sur une société qui est tournée vers l'individu, mais en fait pour repousser autrui, alors à ce moment-là, finalement c'est logique puisque nos valeurs ne poussent pas à nous centrer sur nous. On nous pense tout le temps à voir par rapport aux autres. Donc ça m'étonnerait pas forcément énormément. Je sais pas si je suis suffisamment clair dans ce que je dis. Là encore une fois c'est un peu des réflexions que je vous lâche comme ça, mais bon. Bref, on arrive sur une nouvelle partie. Base O, les orientations de causalité. Hop. Alors, à force d'être plongé dans certains environnements sociaux qui ont frustré ou satisfait les besoins fondamentaux, l'individu va développer une certaine orientation à ses actions, faire des choix liés à son interprétation des causes. C'est en quelque sorte un modèle inconscient que l'individu suit au quotidien, qui ouvre ou ferme des possibilités, des actions, des comportements. L'orientation est le résultat d'un traitement conscient ou inconscient qui poserait les questions « que faire ?» La réponse serait une aspiration intrinsèque ou extrinsèque. Et pourquoi le faire? L'orientation causale, face aux situations sociales. Cela prioriserait certaines possibilités contre d'autres vues comme impossibles, prenant plus ou moins en compte les éléments extérieurs. En résumé, l'orientation est un ensemble de façons caractéristiques de la personne de percevoir, d'organiser ses perceptions et des infos considérées comme pertinentes ou non. C'est une sorte de GPS. Alors, dans le cas de l'orientation autonome, on se tourne vers les facteurs de la situation qui sont possiblement intéressants et on décide de sa conduite sur cette perception. Par contre, on ne se tourne pas vers les facteurs de situation qui sont possiblement stressants et décide de sa conduite par rapport à cette perception. On ne se tourne pas non plus vers les facteurs de la situation qui démontrent possiblement son impuissance et qu'on décide de sa conduite en fonction de cette perception. Et on ne se tourne également pas vers les facteurs de la situation qui sont possiblement contrôlants et qui nous font décider de notre conduite en fonction de cette perception. Dans le cas de l'orientation contrôlée, au contraire, on ne se tourne pas vers les situations qui sont possiblement intéressantes. A contrario, on se tourne vers les situations qui sont stressantes, mais également contrôlantes, afin de déterminer nos actes. De même que dans le cas de la situation autonome, on ne se tourne pas vers les situations qui démontrent possiblement notre impuissance. Dans le cas de l'orientation impersonnelle,
alors on ne se tourne pas vers les facteurs qui nous sont possiblement intéressants, mais on se tourne vers les situations qui sont stressantes, où on se sent impuissant et où on se sent contrôlé pour déterminer notre conduite. L'orientation reflète les propensions de la personne à s'orienter vers des aspects de la situation et pas vers d'autres. L'individu à orientation impersonnelle verra d'abord son impuissance dans la situation. Celui à orientation autonome, la possibilité d'un intérêt intrinsèque à la situation. Celui à l'orientation contrôlée, les contrôles de l'environnement sur lui. Les orientations ne sont pas indépendantes de l'environnement. D'une part, un individu peut avoir préférentiellement une orientation selon sa vie passée. La SDT donne l'exemple d'un enfant de parents anxieux qui va être en orientation contrôlée au début de sa vie, parce que ses parents ont frustré son autonomie par peur des dangers. Ainsi, cet enfant va interpréter chaque contexte social nouveau sous le focus du contrôle, en ne voyant que les pressions, les évaluations, et pas l'intérêt possible de la situation. Mais cela peut changer si par exemple un nouvel environnement social nourrit bien l'autonomie. D'autre part, l'individu peut avoir des orientations différentes selon l'environnement lui-même. La SDT donne l'exemple d'un individu qui a un problème de contrôle avec son père, donc qui serait en orientation contrôlée avec lui. Mais avec sa grand-mère, qui a toujours soutenu son autonomie, il sera en orientation autonome. Il pourrait être également en orientation autonome à l'école, mais en orientation impersonnelle lorsqu'il s'agit de parler en public. L'environnement social active préférentiellement une orientation ou une autre. Ça, c'est assez intéressant. Encore une fois, ça montre que nous ne sommes pas des monolithes. On n'est pas un bloc unique qui avance dans la même direction et puis basta. Non. En fait, on va avoir des éléments qui vont être actifs ou non en fonction de la situation. C'est le contexte qui va déterminer finalement est-ce que notre comportement va être comme ça ou comme ça. Est-ce que les déterminants de notre comportement vont être influencés de telle ou de telle manière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte. Parce que, encore une fois, ça montre que certes, nos actions sont déterminées par tout un tas de causes. Mais ça montre encore une fois que nous pouvons avoir un impact sur ces causes. Nous pouvons essayer d'aiguillonner, au moins un peu, la direction qu'on va prendre. Parce qu'en connaissant ces justement déterminants, on a la possibilité d'agir, ou de tenter au moins d'agir un peu dessus. Et ça, c'est quand même assez positif, c'est quand même assez agréable, parce que ça montre quand même, encore une fois, que finalement, tout n'est pas déterminé. C'est pas parce qu'on peut comprendre et expliquer pourquoi tel ou tel comportement s'est fait, et c'est fait de telle ou telle manière, que pour autant, ça signifie qu'il n'y a pas d'échappatoire. Si les mêmes conditions sont présentes, ça sera forcément ça qui arrivera. Non, au contraire, on peut le remettre en question, on peut essayer de changer, et donc d'un point de vue notamment social, ça sous-entend que tous les comportements asociaux, tous les comportements violents, oppressifs et ainsi de suite, on peut les remettre en question. On peut non seulement les remettre en question, mais on peut essayer de les amener vers des comportements, par contre, prosociaux, positifs. L'environnement n'a pas non plus tout pouvoir sur l'orientation des personnes. La SDT donne l'exemple d'un professeur qui soutient l'autonomie, donc qui crée un environnement qui est favorable au nourrissement des besoins. Un élève à forte orientation contrôlée va chercher à changer cette situation pour retrouver un terrain connu. Pour cela, il va être provocateur, jusqu'à ce que le professeur devienne contrôlant, par punition, par exemple, puis par plus de surveillance. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que ça montre que même quand on essaie de placer, encore une fois, un contexte, si à un moment donné, la personne, l'individu, là, dans le cas d'un enfant qui, a priori, n'a pas forcément conscience de ses déterminants, on peut essayer quand même, et on réussit, à conditionner aussi l'environnement pour pouvoir avoir la réponse à nos attentes. Là, l'enfant, typiquement, a une orientation donc contrôlée. Il attend que l'environnement le contrôle, soit contrôlant pour choisir quel type d'action faire. Et dans un endroit, dans un environnement où on fait exprès, justement, de mettre de l'autonomie, de mettre en place de l'autonomie, y compris pour lui, or, ça ne cadre pas avec ses besoins, ça ne cadre pas avec ses besoins ressentis. Qu'il soit bon ou pas pour lui n'est pas la question. C'est que là, il est dans une orientation qui est contrôlée. Donc, il cherche à avoir un environnement contrôlant. Il va mettre en place des mécanismes, par exemple en étant provocateur, pour forcer l'environnement à s'adapter et à lui devenir contrôlant, pour lui permettre justement de satisfaire ce besoin. Et ça montre bien, encore une fois,
toute l'importance qu'on peut avoir sur les situations, toute l'importance sur l'action qu'on peut avoir. On peut pousser, et on peut, et on fait, hein, littéralement, c'est un cas là, typiquement où ça arrive, on peut conditionner l'environnement, on peut avoir un impact et on a un impact. Si on connaît les tenants aboutissants, c'est d'autant plus pertinent parce que là on peut choisir un peu plus dans tout état de cause ce qui peut nous satisfaire. Parce que par exemple on peut se rendre compte que l'orientation contrôlée finalement ne répond pas vraiment à nos besoins. Que finalement c'est juste issu d'une motivation qui est intégrée, une motivation extrinsèque, donc, qui vient de l'extérieur. Par exemple, on peut penser à les parents, tout à l'heure qui est évoqué, qui peuvent être particulièrement stressés, inquiets, et qui du coup vont mettre en place un environnement qui est contrôlant, poussant du coup l'enfant à vouloir un environnement contrôlant. Mais du coup, si on arrive à donner les clés à cet enfant, il peut se rendre compte que finalement ce n'est pas ce qu'il veut, que concrètement il a toujours fonctionné comme ça jusqu'à présent, oui certes, mais il se rend compte que là, en ayant les clés en main, bah c'est pas ce qu'il veut, c'est plus ce qu'il veut, et qu'il essaye d'aller vers un autre modèle, vers autre chose. Et c'est quand même extrêmement motivant. Encore une fois, c'est extrêmement positif de voir ce genre de retour-là. Je continue. Dans le même ordre d'idées, une personne à forte orientation autonome ne se fera pas briser par un environnement contrôlant. Dans les expériences sur la MI, où il y avait des situations contrôlantes, par exemple des situations de compétition, avec récompense à la clé, qui habituellement détruisent la motivation intrinsèque pour l'activité. Certains n'ont pas leur MI détruit. Donc MI c'est pour motivation intrinsèque, hein. Je préfère le remettre, parce qu'encore une fois ça, là du coup c'est un rappel aux anciens chapitres qu'on a déjà vus, mais comme on les a vus il y a un moment, je préfère remettre un petit peu clair. Donc MI, hein, c'est motivation intrinsèque, la motivation qui provient de nous, que nous choisissons, la motivation qui provient non pas de l'extérieur, mais vraiment de nos besoins à nous. Donc certains n'ont pas leur MI détruite, contrairement à la majorité. Les personnes qui ont une orientation autonome forte n'ont en rien leur autonomie sapée, car grâce à leur orientation, ils font fi des facteurs contrôlants et gardent leur intérêt intact pour l'activité. Ça c'est plutôt intéressant aussi, parce qu'on voit que là où des personnes peuvent être donc du coup brisées, peuvent avoir leur motivation et leur orientation autonome cassées par ça, enfin pas leur orientation autonome justement, mais peuvent être cassées par cet environnement contrôlant. Les personnes à l'orientation autonome finalement vont pouvoir choisir que s'ils le font, c'est parce qu'ils ont envie. Et comme ils ont envie, finalement ça ne peut pas les briser, puisqu'ils choisissent de le faire parce qu'ils en ont envie. Et ça c'est quand même effectivement plutôt cool. Coucou le chat. Oui, non, tu veux des câlins ou tu veux pas des câlins? Le chat est perplexe, il a envie d'avancer et en même temps non. Alors là vous le voyez pas du coup parce qu'il est au bout de mon bras. Peut-être que tu vas venir. Voilà, bien. Ah, vous voyez une oreille. Ah, vous voyez une petite tête et voilà. Et il repart. Ah oui, évidemment. Bon, je continue. Quand l'orientation impersonnelle est forte, cela peut être signe de dépression ou lié à des passés d'impuissance acquise, environnement où l'on ne pouvait rien faire pour améliorer la situation. L'environnement social peut être sain, stimulant, bon, et full de possibilités extrêmement attrayantes. Pour autant, la personne ne sera pas enthousiaste, car elle n'est plus capable de percevoir le positif, de l'expérimenter positivement. L'orientation impersonnelle censure littéralement les possibilités d'expériences positives. Là encore, il ne s'agit pas d'un manque d'effort de la personne, mais parce que ses capacités ont été détruites par des situations, des environnements sociaux sapants. Les mesures des orientations. Cela se fait via des questionnaires, mais ceux-ci ont une forme différente de ceux qu'on a pu voir jusqu'à présent. Ils présentent des situations. Les personnes doivent choisir ce qu'elles feraient en priorité. De 1, pas du tout probable, 4, moyennement probable, à 7, tout à fait probable. Mon cerveau se fait happer par le DM. Ah ouais, à ce point-là, vous voulez que je baisse un peu la musique ou quoi? N'hésitez pas, hein, si vous voulez que je change la musique ou quoi, vous me dites. Vous me dites. Après, je sais pas si on va encore durer longtemps le live de lecture de sens social, dans le sens où c'est un peu lourd quand même, et ça fait déjà quasiment 3 heures qu'on est dessus. Donc je pense que là on va faire encore une VOD, ça va nous amener vers quelque chose comme probablement 14h, 14h30 dans ces eaux-là. Peut-être qu'après on passera sur un live jeu vidéo ou juste en mode papotage, ça peut être pertinent. Je vais changer la musique, hein. Je change la musique. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Peut-être du Lofi. On va vous mettre du Lofi. On va voir comment ça se passe.
Ça sera un peu plus, doux peut-être, un peu plus son d'ambiance, et peut-être moins, prenant, moins distrayant. Bref, je reprends la lecture. Donc le test. Moi je bouge sous peu. À plus tout le monde. Et bah, des bisous à toi. Merci énormément d'être passé quiconque. Passe une excellente journée et puis, bah, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. Donc le test. Une femme qui travaille pour vous a généralement fait un travail convenable. Cependant, ah, j'ai vu que quelqu'un a tenté de poster, c'était son premier message, mais il a été auto-delete. Alors, si tu es un vrai individu, Edouard, je te propose de ne pas poser de lien, mais de papoter et de nous dire déjà pourquoi tu as voulu poster un lien. Ça peut être un bon début. Et si c'est intéressant et pertinent, à ce moment-là, on verra pour que le lien passe, par exemple, par Seron ou quoi. Mais sinon, si tu es un bot, eh ben, tant pis pour toi. Voilà. Un peu plus discrète encore. N'hésitez pas à me dire si ça là ça va pas encore de musique, hein. Je peux encore réduire le son ou je peux mettre encore autre chose, c'est vous qui me dites, hein. Là ça va, ok, parfait. Je m'y remets. Donc une femme qui travaille pour vous a généralement fait un travail convenable. Cependant, au cours des 2 dernières semaines, son travail n'a pas été à la hauteur et elle semble s'intéresser moins activement à son travail. Votre réaction est susceptible d'être A. Vous lui dites que son travail est inférieur à ce qui est attendu et qu'elle devrait commencer à travailler plus fort. Et on rappelle qu'il faut répondre du coup de 1 à 7, pas du tout probable, moyennement probable, tout à fait probable. Proposition B, vous lui posez des questions sur le problème et vous lui dites que vous êtes disponible pour l'aider à résoudre le problème. C, il est difficile de savoir quoi faire pour qu'elle aille mieux. Autre proposition, votre entreprise vous a promu dans une ville éloignée de votre emplacement actuel. Lorsque vous envisagez cet événement, vous pensez A. Vous vous sentez intéressé par le nouveau défi et un peu nerveux en même temps. B. Vous vous sentez enthousiaste par le statut supérieur et le salaire que cela va vous donner. C. Vous vous sentez anxieux et stressé par ces changements à venir. Et encore une fois, il faut bien penser que du coup c'est une échelle où vous répondez entre 1 et 7, pas du tout probable à tout à fait probable. Via les réponses, on voit quelles sont les orientations prioritaires chez l'individu selon les situations. Cependant, une orientation peut être considérée comme chronique, c'est-à-dire être majoritairement la même pour toutes les situations. En cela, ces orientations mesurées peuvent être considérées en termes d'ouverture, plus autonome, et de fermeture, plus impersonnelle à la situation. Par là même, l'ouverture amène à plus d'engagement dans la situation. La personne va y chercher les occasions d'œuvrer, d'explorer tous les aspects enthousiasmants de la situation, de s'y intéresser sans angoisse ou crainte, jusqu'à preuve du contraire. Par exemple, si son autonomie est sanctionnée ou interdite. Plus l'individu est en orientation impersonnelle, plus on peut s'attendre à sa passivité, à son désengagement, à sa fermeture à la situation. Pas d'élan vers les caractéristiques de la situation. Nous allons voir à présent en détail ces 3 orientations et observer les conséquences positives ou négatives sur l'environnement social et la personne, en nous rappelant que ces orientations ne sont en rien innées, mais seulement acquises plus ou moins fortement et grâce ou à cause des environnements fréquentés par le passé, qu'elles sont plus ou moins fluctuantes selon les situations, soit à cause des situations elles-mêmes, soit parce que l'orientation de la personne est forte, et donc qu'elles peuvent changer fortement, tout comme être ancrées fortement. Là, on revient quand même sur une autre notion qui est que ces éléments-là, faut pas oublier que même s'ils sont effectivement dépendants du contexte, en soi, il peut quand même y avoir des traits qui vont ressortir régulièrement. C'est un peu comme les traits de personnalité. Vous avez des gens qui, en fonction de la situation, vont faire preuve de tel ou tel trait de personnalité, et d'autres qui, peu importe la situation, vont avoir en général tendance à faire preuve d'un certain trait de personnalité. Là, sur les orientations, vous êtes sur la même idée. Vous avez des gens qui, en fonction du contexte, vont avoir une orientation d'un certain type, en fonction d'un autre contexte, un autre type d'orientation. A contrario, certains individus, par rapport à notamment ce qu'ils ont traversé comme histoire, hein, on peut repenser à l'enfant qui était décrit tout à l'heure, qui a du coup des parents qui sont extrêmement présents. Et bonjour à toi, Evenly Platypus, tu es désormais une petite fougère. Bienvenue, j'espère que tu te sentiras bien parmi nous. On donc peut repenser à cet enfant qui a des parents qui sont extrêmement angoissés, qui du coup sont extrêmement contrôlants sur lui pour éviter les risques et ainsi de suite. Ce qui fait que cet enfant a donc une orientation qui est contrôlée, enfin qui est contrôlante, ce qui est logique, hein, encore une fois, ça va de pair à cause de l'environnement qu'il a. Mais de fait, probablement qu'il y a des chances que cet ancrage soit très fort.
Surtout si derrière, il n'a pas eu d'autres environnements qui ont pu notamment nourrir une orientation plutôt déterminante. Enfin, pas autodéterminante, mais une orientation autonome. Si vous vous retrouvez avec un élève qui, en cours d'enseignement, a des profs qui sont ultra dirigeants, des parents qui sont ultra dirigeants, qu'ensuite ils se retrouvent au travail avec un cadre de travail ultra dirigeant, il y a des chances que ce qui à la base est pas forcément quelque chose qui va être si prégnant que ça, soit complètement ancré par les différentes situations qui vont se répondre l'une à l'autre et qui vont renforcer peu à peu cette orientation contrôlante. Et donc là, on va tomber plutôt sur quelqu'un qui, peu importe la situation, a de grandes chances finalement de continuer à avoir une orientation qui sera contrôlante. Parce que, par les différents éléments contextuels qu'il a eu au cours de sa vie, c'est venu relativement systématiquement renforcer cette vision-là, qu'il a ancrée. A contrario, si vous tombez sur quelqu'un qui, par exemple, a des parents qui sont extrêmement contrôlants, donc on pourrait partir sur un modèle effectivement d'orientation plutôt contrôlant, mais qu'à côté de ça, il a par exemple des grands-parents qui sont extrêmement présents et qui, eux, sont totalement dans l'autonomie. Alors à ce moment-là, le contexte va nourrir un coup contrôlant, un coup autonome. Et admettons qu'en cours, il tombe sur des professeurs qui sont extrêmement contrôlants, mais que à côté de ça, si admettons il est en faculté, qu'il a un emploi alimentaire à côté, dans son emploi alimentaire, il se retrouve avec un patron qui est au contraire très autonome. Alors de nouveau, il va passer de l'un à l'autre. De nouveau, en fonction de la situation, il va avoir du contrôle ou de l'autonomie. Et alors là, on peut se dire qu'effectivement, l'orientation contrôlante ne va pas forcément être si ancrée que ça. Et que là, à ce moment-là, en fonction du contexte, cette personne va peut-être être dans une orientation contrôlante, peut-être dans une orientation autonome, et ainsi de suite. J'ai bien fait de commander le livre, parce que j'ai pris note de plusieurs passages à relire à l'aide. Ben oui, mais en même temps, c'est très très bien. C'est vraiment très bien en toute puissance, mais c'est vrai que c'est lourd. C'est lourd. Ne serait-ce qu'en termes de quantité, il y a 630 pages. Voilà, ça commence à taper lourd quand même. Et en plus de ça, ce qui est écrit dedans est quand même effectivement assez dense. Au niveau des différents passages du livre, des différents chapitres, c'est vrai que quand on va sur un sujet, on y va franco, quoi. On n'y va pas un peu. On y va bien dedans, les deux pieds, on saute bien dans le bac. Donc forcément, c'est vrai que ça peut être un peu lourd. Ça peut être un peu lourd. Et je pense que le moyen le plus simple, en vrai, pour beaucoup de gens, c'est peut-être effectivement de tout simplement aller lire vous-même le livre pour pouvoir prendre le temps de repasser sur un passage ou quoi. Nous, on est en live, donc forcément, je passe et je repasse sur certains passages, je rééchange avec vous. Si vous me dites, ah là, je suis un peu perdu, je comprends pas, bah, je reviens dessus, on rééchange dessus. Mais ça ne change pas qu'il y a quand même un certain rythme. On progresse dans la lecture et on va pas forcément revenir, alors que là, on est après 12 mois, enfin non, on n'est pas 12 mois, mais on est après 10 mois de lecture sur le livre. On va pas revenir au chapitre 1, par exemple. Alors que quand tu es de ton côté, à toi tout seul, oui, clairement, tu te dis, tiens, je suis chapitre je ne sais combien, je me dis que finalement, je suis plus très très bien sûr de ce que j'ai vu dans le chapitre 1, hop, tu retournes dans le chapitre 1 et tu peux remettre un petit peu les wagons ensemble, quoi. Là, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de le faire, mine de rien. Je me demande si un changement de contexte rapide peut être source de stress. Bien sûr, complètement. Tu peux avoir un changement de contexte très rapide qui peut du coup te mettre dans une situation où tu vas te sentir impuissant. Et là, du coup, tu ne serais ni en contrôlant, ni en ni en autonome, ni en contrôlé, tu serais en impersonnel. Probablement. Parce que tu aurais l'impression que finalement, tu ne contrôles pas les choses, que ça change tout le temps. Je reviens ici. D'un point de vue profane des sciences humaines et sociales telles que moi, il va falloir creuser les références pour piger de quoi ça cause. Oui, bah ça c'est sûr. Après, en soi, le livre est quand même super clair. Vous avez toujours des notes. Alors moi, je les lis pas. C'est vrai que je reviens pas forcément dessus. Mais en bas de page, vous avez très très régulièrement, tiens, petit point sur ça, qu'est-ce que c'est ça, là, telle expérience, qui c'est, quoi, quelle année, où est-ce qu'on peut la trouver. Ça vous permet plus facilement, effectivement, quand vous tombez sur des choses qui vous sont pas forcément faciles d'accès, parce que vous n'avez pas forcément un profil, on va dire, académique des sciences humaines et sociales, que vous n'êtes pas forcément avec beaucoup de références sur ce domaine-là. C'est vrai que ça peut permettre quand même vachement plus facilement, encore une fois, que moi en live, d'aller voir, d'aller faire la recherche, d'aller comprendre, d'aller vraiment prendre en main. Les chats, vous battez pas. Je continue. Orientation impersonnelle. Les individus en orientation impersonnelle voient les environnements comme incontrôlables, amotivants. Ils orientent leur perception vers les obstacles à la réalisation d'objectifs.
Ils vont éprouver de l'anxiété et un sentiment d'incompétence face aux obstacles perçus, ou ne vont voir que ce que le négatif en eux et dans la situation. Ils portent leur attention uniquement sur les signaux qui indiquent leur incompétence ou leur manque de contrôle sur le résultat. Ils sont facilement submergés par leurs pulsions ou émotions internes, sont passifs, c'est-à-dire manque d'intentionnalité, d'initiative, car ils pensent n'avoir aucun contrôle sur les résultats. La volonté est perdue, ils peuvent être incapables de prendre le contrôle d'eux-mêmes ou de la situation. A noter que cette orientation impersonnelle advient lorsque les besoins psychologiques fondamentaux sont ou ont été sapés. Vous avez des expériences. Comme on peut l'imaginer, les conséquences de l'orientation impersonnelle sont très négatives tant pour l'individu que pour l'environnement social. Deci et Ryan en 85A, l'orientation impersonnelle est corrélée à la dévaluation de soi, à l'anxiété sociale, aux symptômes dépressifs, à une faible estime de soi. Je me permets de repréciser un élément quand vous voyez qu'il y a une date avec une lettre, par exemple là, Deci et Ryan 1985A, ça sous-entend que Deci et Ryan ont publié d'autres choses cette année-là, et donc du coup, en fait, chaque publication est reliée à une lettre. Ça permet un peu de faire le tri et de pouvoir retomber facilement. Parce que si vous cherchez par exemple Deci et Ryan 1985 et que vous tombez sur, je vais dire une aberration, mais admettons 25 articles, vous allez vous dire, attends, hein, c'est lequel que je suis censé aller farfouiller? Donc ça vous permet de faire un peu le tri. McCoskey, 1999. L'orientation impersonnelle est corrélée au fait de se sentir impuissant et à l'aliénation. Kotzner et Zuckerman, en 1994, ont rapporté que les étudiants ayant une orientation impersonnelle élevée avaient tendance à viser des objectifs de performance plutôt que d'apprentissage, accompagnés d'une faible confiance en leur capacité à réussir leurs études. Strauss et Ryan, en 1987, ont montré que les femmes chez qui on avait diagnostiqué une anorexie avaient des scores plus élevés sur les orientations impersonnelles qu'un groupe témoin similaire mais sans anorexie. En d'autres termes, ne pas être en mesure de contrôler les résultats et ressentir un sentiment insupportable d'inefficacité semble faire partie intégrante de l'anorexie telle que théorisée par Bruck en 1973. Cyniquement, on pourrait se dire que ça ne concerne pas l'environnement social, l'école, le travail, l'association, et que c'est le problème de l'individu, donc que c'est à lui de régler cela, que ce ne sont pas les affaires de l'environnement social. Or, ces problèmes d'anxiété, de conscience de soi publique, etc., sont autant de problèmes d'engagement, d'attention et de motivation. Autrement dit, l'individu ne pourra pas être attentif à ce qui se passe dans l'environnement, ce qui est un problème à l'école, au travail et dans n'importe quel contexte où il est préférable, pour l'individu comme l'environnement, que l'individu soit actif. Et ça, encore une fois, c'est sans oublier que si vous avez des environnements justement qui vont mettre en place une orientation de ce type-là, c'est aussi parce que ça va être dû à des pressions, dû à des normes sociales, dû à des environnements sociaux. Donc, autrement dit, la source du problème est une source sociale, est une source de groupe. Si à un moment donné, vous avez une solution qui est individuelle et individualiste à un problème qui est un problème social, un problème de groupe, vous n'avez pas bien compris le problème en fait. Votre solution, elle va pas y répondre, elle va rien changer. Here comes le développement personnel. Ça pourrait. Ça pourrait typiquement être l'approche en entreprise en fait. En entreprise, vous allez typiquement avoir des formations de développement personnel qui vont dire oui, alors toi, petit individu, tu t'es démotivé, mais écoute, c'est ta faute déjà. Voilà, c'est ta faute, tout dépend de toi. Si tu veux, tu peux. Allez, remets-toi bien. Finalement, tu en veux et ainsi de suite. Et là, on va partir sur ce discours finalement un peu méritocratique, libéral, avec un espèce de pseudo-liberté en te disant mais au final, c'est toi qui choisis, c'est toi qui as tout le pouvoir. Bon, on te conditionne absolument tous les choix pour que tu fasses celui-là, mais t'inquiète, officiellement, tu as le choix. Officiellement, c'est toi qui décides. Voilà, on aime. On adore le développement personnel ici. On kiffe ça comme jamais. Je continue. Quand bien même on le sait compétent, il ne se sentira pas compétent. Il n'œuvrera pas comme il le peut. Plus gravement, on a vu que cette orientation est très liée au pathologique. Elle devrait donc être un signe d'alerte. Il y a un environnement malsain qui nuit à la personne. Cet individu a besoin d'en être extirpé, d'en être sauvé. Par prosociabilité, on devrait interpréter cela comme un appel au secours.
La dernière formation que j'ai eue portait sur les motivations, et plutôt que d'avoir l'approche de en toute puissance, ils nous ont baratiné avec des intelligences multiples et comment les stimuler. Alors oui, il y a plusieurs types d'intelligence, c'est vrai. Alors, en vrai, c'est pas le point en fait, ça n'a pas de sens. Si vous êtes en train de parler de la motivation, venir dire il faut stimuler différentes intelligences, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Vous avez plusieurs types d'intelligence, oui, parce que déjà, il faut savoir que l'intelligence, on ne sait pas vraiment bien la définir. Ça c'est le premier point, hein. Si à l'heure actuelle, il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit: «Alors l'intelligence, c'est ça, c'est cette définition-là et puis c'est tout», le croyez pas, hein. D'un point de vue consensus scientifique, à l'heure actuelle, on a plusieurs définitions, on a plusieurs champs de recherche, on a plusieurs théories de l'intelligence, mais c'est pas vraiment très facile à définir et à l'heure actuelle, on le définit pas forcément si bien que ça. Vous avez beaucoup de travaux qui ont été faits sur des décennies et des décennies et à l'heure actuelle, on a des consensus sur plus ou moins le fait que, ouais, il y a a priori plusieurs types d'intelligence. Ça dépend en fait du cadre dans lequel on se place, ça dépend de beaucoup de choses finalement. Donc c'est déjà ça, c'est un premier point. Et venir après rajouter les types d'intelligence par rapport à la motivation et te dire juste, bah écoute, si tu veux être motivé, il faut stimuler tes types d'intelligence. Mais qu'est-ce que ça apporte en fait? Ça change rien. Si tu as un problème de motivation, faut remonter la piste, hein. Faut aller voir pourquoi tu as un problème de motivation. Pourquoi est-ce que dans cette situation-là, tu n'arrives pas à te motiver? Juste te dire, vas-y, bouge un petit peu plus, ça va pas te stimuler plus, hein, ça va pas te motiver, hein. Ça va pas apporter de réponse très, très efficace, hein. Genre, t'es fatigué au travail, t'es fatigué du travail, fais autre chose à la maison. Turbo validiste. Oh, mais oui. Genre, si t'es fatigué du travail, stimule-toi ailleurs. Mais quel enfer, ça aussi. Ça, c'est typiquement en plus déplacer le problème. C'est-à-dire que t'es fatigué au travail, donc il y a probablement un problème dans l'environnement de travail, de près ou de loin. On te dit, va faire autre chose ailleurs. Mais si t'es déjà fatigué du travail, si déjà ça te bouffe des ressources, et qu'on te demande de te dépenser d'autant plus ailleurs, non seulement on règle pas le problème, qui continue en fond à venir te piquer encore et encore, hein, et se faire piquer les fesses en constant, c'est très relou, hein, qu'on soit d'accord. C'est pour ça que vous tombez sur des gens qui sont en épuisement professionnel. C'est pour ça que vous tombez sur des gens qui, à vrai, finissent en burn-out. Parce que le travail, c'est l'équivalent d'avoir un petit diable avec une petite pique qui est en train de vous piquer en constant, en fait, hein. Au bout d'un moment, c'est plus tenable. C'est juste plus possible. Donc déjà, vous avez toujours ça qui est dans le fond, qui n'est pas réglé. Puisqu'on vous dit, bah non, il faut aller faire autre chose. Mais en plus, comment vous faites autre chose? Vous continuez à dépenser des ressources. Et potentiellement, bah, vous n'en avez déjà pas assez. Donc du coup, vous vous fatiguez d'autant plus. Donc vous êtes d'autant moins en capacité de vous défendre dans la situation qui est problématique, qui est la situation de travail. Donc on vous enlève des moyens de défense en vous épuisant plus, tout en ne réglant pas le problème qui continue à vous piquer. Ça va pas marcher. Enfin, qu'on soit d'accord, ça ne va pas fonctionner. C'est pas possible. Ça n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Vraiment. Ça ne va pas marcher. Rendez-vous en compte, quoi. Ça, c'est un truc qui me fait péter un câble. Et le pire, hein, c'est que j'en connais des collègues qui ont fait la même formation que moi et qui ont ce genre de discours, hein, pour qui c'est le truc à faire. Ça va pas au travail, et ben écoute, va développer à côté. Ouais, mais en fait, si tu règles pas le problème du travail, à aucun moment, ça ne va t'aider à aller mieux. Enfin, tu vas fermer les yeux, tu vas nier le problème, mais ça veut pas dire que tu règles le problème en fait. J'ai serré les poings et je me suis retenu de faire trop de polémiques. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Oh, ça donne tellement envie d'aller monter au créneau, quoi. Bref, je continue, je reprends. Et même avant de réveiller notre compassion, il est peut-être encore plus important de se demander si l'environnement social que nous proposons à cet individu est en orientation impersonnelle n'est pas à l'origine de cette orientation. Créer un environnement mettant les personnes en orientation impersonnelle, ce n'est pas de la création, c'est une entreprise de destruction à revoir de fond en comble, car elle ne peut être pérenne, étant donné qu'elle est toxique pour ces acteurs majeurs, dont l'environnement a besoin qu'ils fonctionnent pleinement. Orientation contrôlée. D'ailleurs, je vais juste revenir avant d'aller sur l'orientation contrôlée, je reviens sur la dernière phrase. Typiquement, ça montre encore une fois pourquoi est-ce que le monde néolibéral, capitaliste dans lequel on évolue, ne peut pas fonctionner. Parce que les fondements même sur lesquels il est, qui poussent à notamment faire des hiérarchisations, à s'accaparer toujours plus à un petit groupe et ainsi de suite, et donc à mettre en place des environnements ultra oppressifs, ultra violents, à différents niveaux, et ben en fait ça porte en eux-mêmes les germes de leur propre destruction en fait.
Parce que, comme c'est dit, à un moment donné, c'est un environnement qui ne peut pas être pérenne. Si c'est un environnement qui vient détruire les gens qui font fonctionner cet environnement, à un moment donné, tu vas faire quoi? Si tu n'as plus les gens qui sont là pour faire fonctionner l'environnement, s'ils sont plus là, tu fais quoi? Tu fais comment pour le faire fonctionner ton environnement? C'est pour ça qu'on a autant de crises qui commencent à se déclencher à tous les niveaux, qu'on a des crises notamment sociales, non sans raison, hein, dans nos systèmes occidentaux, libéraux, capitalistes, parce que nous sommes dans des systèmes de pensée, nous sommes dans des systèmes de société qui ne peuvent pas fonctionner. Ça n'est pas possible. Sur le long terme, ça ne peut pas marcher. Et on en arrive à la limite. Aujourd'hui, on en arrive au moment où ça ne marche plus. Ça marche de moins en moins parce que malgré la quantité phénoménale de gens, parce que c'est notamment un discours qui est très souvent ressorti, c'est de dire oui mais au pire il y a des gens qui se crament, il y en aura toujours d'autres pour récupérer le boulot. Oui mais en fait non, c'est simple, c'est facile à dire, mais le truc c'est que déjà on détruit des personnes et on a l'air d'en avoir rien à péter, et ça c'est quand même un gros problème, mais surtout derrière, à force de brûler les gens encore en se disant mais non mais il y en aura toujours, bah finalement on finit quand même par épuiser le bassin, on finit quand même par épuiser la quantité de travailleurs disponibles. Et finalement, ben, on se retrouve quand même dans la situation où on a détruit tout le monde, on a détruit tous les environnements, et du coup, on peut plus fonctionner, et on s'écroule comme des grosses merdes. Et là, c'est ce qui arrive. Dans nos sociétés, on arrive au moment où on commence à se rendre compte que pendant des plombes, on a dit non, mais t'inquiète, il y a toujours quelqu'un pour reprendre le taf, il y a toujours quelqu'un pour reprendre une fois que lui il est cramé. Oui, sauf que là, on a commencé à bien vider le bassin. Tellement bien vider le bassin qu'il reste plus grand monde, en fait, pour reprendre, justement. Et on arrive dans une situation où, en fait, les acteurs majeurs, les acteurs qui sont là pour faire fonctionner ces environnements, bah, ils sont en train de lâcher les uns après les autres et qu'il n'y en a pas d'autres pour reprendre. Et donc, du coup, ça devient de plus en plus bancal. Et ça se casse la gueule. Chaque jour un peu plus. Et c'est pour ça qu'on a des crises sociales aussi violentes qui sont en train de monter de plus en plus. C'est pas sans raison. Et c'est en plus de ça, comme on tombe dans des crises sociales, on tombe dans des fonctionnements ultra défensifs, ultra toxiques, qui déboulent sur tout ce qui est mouvement d'extrême droite, autoritariste et ainsi de suite. Parce que justement, les gens se sentent en insécurité. Et quand on se sent en insécurité, bah, c'est assez naturel, on se tourne vers des réponses sécuritaires. C'est triste, hein, mais comme on n'a pas su construire mieux comme société, bah, beaucoup de gens tombent dedans en fait. Et tombent dedans les pieds joints, quoi, hein, sans aucun souci. Et donc, encore une fois, c'est bien là où on voit que ce sont vraiment des systèmes qui ne peuvent pas fonctionner. C'est vraiment des systèmes qui ne peuvent pas fonctionner du fait même de leur fonctionnement. C'est pas une question qu'on peut réformer ou quoi, parce que j'en entends encore qui disent oui, mais on peut réformer nos systèmes politiques, on peut réformer tout ça. Non, non, là, c'est pas de la réforme. Là, il faut tout péter et tout repartir de zéro. Là, c'est le moment où ta maison, en fait, elle est construite avec du bois qui est bouffé par les mythes dans tous les sens. Il y a des trous mastoc dans tous les murs, et t'es en train de me dire non mais attends, si je mets un poster sur le trou, c'est bon. Non, ça va pas marcher. Ça va pas bien fonctionner. Si t'as un trou dans ton toit et que juste tu mets un petit poster en papier pour essayer de boucher, lorsque il va pleuvoir, ça va tomber quand même dans l'eau. L'eau va quand même tomber dans le salon. Hein. Ça va pas. Le fonctionnel va rester très discutable, clairement. Et pourtant, c'est ce qu'on fait encore à l'heure actuelle. Bref, je reprends. Orientation contrôlée. Les individus à orientation contrôlée tendent à porter leur attention prioritairement sur les pressions sociales de l'environnement et la présence de récompenses ou de punitions auxquelles ils vont se conformer ou qu'ils vont défier. Ce faisant, ils perdent de vue leurs propres valeurs, leur intérêt possible pour la situation. Lorsqu'ils sont très orientés vers le contrôle, leur niveau de motivation intrinsèque, donc issu d'eux-mêmes, est très bas, et leur motivation extrinsèque, donc issue de l'extérieur, est de pauvre qualité. Cette motivation extrinsèque est en soi à régulation introjectée, c'est-à-dire sous forme d'un tyran interne qui répète « je dois ». Faire obéir aux pressions sociales comme si elles étaient siennes, même si c'est l'opposé des besoins de la personne, de ses désirs ou valeurs, ou à régulation externe liée à une soumission à l'autorité. Et ils oublient une règle de base de la com, un bad buzz circulera toujours plus que l'info sur un comportement vertueux. Et ça, alors qu'ils l'utilisent en com tout le temps. Ouais. Ouais. L'appellation contrôlée ne veut pas dire que ces individus ont un contrôle de soi. Au contraire, ça veut dire qu'ils sont à la merci du contrôle des environnements sociaux extérieurs. Et lorsque les environnements sociaux ne sont pas contrôlants envers eux, les individus à orientation contrôlée vont néanmoins chercher leur contrôle ou interpréter des processus de l'environnement comme une forme de contrôle. Et c'est là où on retombe sur ce qui avait été dit tout à l'heure aussi. Par rapport à un enfant qui a eu des parents extrêmement autoritaires,
extrêmement contrôlant, donc il s'attend à avoir du contrôle dans son environnement, et soit il va essayer de former l'environnement à le contrôler, donc par exemple en poussant l'enseignant, en poussant le professeur en fait dans ses retranchements jusqu'à ce que celui-ci le punisse, le contrôle en le surveillant plus et ainsi de suite. Soit on peut directement aller, sans même passer par ça, par une interprétation des faits et se dire tout simplement, bah en fait là on m'a dit tu fais comme tu veux. Alors oui tu fais comme tu veux, mais moi en fait je sais que l'enseignant il veut que je fasse ça. Et du coup tu vas interpréter ces paroles alors que c'est pas du tout la volonté qui avait à la base propre à l'enseignant, hein. Mais tu vas interpréter ton environnement, et là dans le cas donc, de cet exemple, l'enseignant, ses propos, pour essayer en fait de configurer autour de toi un environnement qui est contrôlant, et qui du coup va décider de ton comportement. Et c'est ça qui est assez ouf en fait, c'est de se rendre compte que vraiment on est dans des situations où même avec un environnement qui va être autonome, autonomisant, te poussant à te débrouiller par toi-même par rapport à ce que tu as envie, par rapport à ce que tu as besoin, bah, finalement, tu vas réussir à interpréter cet environnement comme contrôlant. Tu vas y voir ce que tu veux y voir. Et ça aussi, c'est un élément qui est extrêmement important à prendre en compte. Parce que ça marche dans tous les sens, hein, évidemment. Ça marche dans ce sens-là, mais du coup, vous vous rendez bien compte que dans les sociétés où vous avez des gens qui veulent voir certaines choses, ils y voient ces certaines choses, hein. Quand on attend une certaine réponse, on la trouve. Si vous prenez des fonctionnements de groupes d'extrême droite, typiquement, ils vont vous dire que vous avez des lobbies LGBT, ils vont vous dire qu'il y a des étrangers au pouvoir, vous pouvez tomber même dans les discours antisémites, hein. Vous avez les discours antisémites qui consistent à vous dire que, en fait, par exemple, les francs-maçons sont contrôlés par les juifs, et que du coup, en fait, ce sont les juifs qui contrôlent le monde, et tout ça, tout ça. Vous avez énormément de bassins idéologiques là-dessus au niveau de l'extrême droite, qui sont extrêmement friands de ce genre de choses. Où en fait, ils vont interpréter les faits. Et on peut même aller, par exemple, dans un autre environnement qui est assez poreux avec l'extrême droite, qui est le complotisme. Le complotisme, c'est quand même trouver des complots, trouver des choses qui gouvernent nos vies là où il n'y en a pas. Ils viennent interpréter des faits, ils viennent interpréter des éléments pour venir confirmer ce qu'ils attendent de voir. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des individus qui vont vous dire, mais par exemple, si on prend le cas du vaccin, mais en fait, le vaccin, c'est pour nous insérer des puces, pour nous contrôler. Et qui vont du coup avoir un comportement visant à, on va dire, se comporter par rapport à cette réalité-là, qu'ils vont imprimer à des faits qu'ils vont voir. Et ils vont voir un élément qui vont racoler à ça. Vous allez avoir, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un comme Bill Gates, qui est déjà vu dans les milieux complotistes assez mal, qui va dire, bah, je vous recommande fortement de faire les vaccins, c'est bien. Et ils vont dire, mais voyez, en fait, ils veulent vous contrôler. Et c'est parce que, en fait, c'est Bill Gates qui contrôle tout. Et ainsi de suite. Et ils vont interpréter une réalité et ils vont y mettre un certain sens là où il n'y en a pas. Et là, on est exactement sur cette vision-là. Alors là, je suis allé assez loin, hein, dans mon exemple. Je suis parti un petit peu plus loin dérouler le fil. Mais sur les orientations justement contrôlées, c'est ce genre de fonctionnement-là qui vont se mettre en place. On va être dans la mesure d'interpréter l'environnement, même un environnement qui sera très autonome, pour en fait lui faire dire ce qu'il ne dit absolument pas, mais qui corrobore ce qu'on attend qu'il dise. On attend à ce que l'environnement soit contrôlant, parce que jusqu'à présent on a eu un environnement contrôlant. On reprend l'exemple de l'enfant qui a du coup des parents très contrôlants. Il a toujours connu que ça, il s'attend donc à avoir des enseignants, par exemple, contrôlants. Même si l'enseignant fait tout pour être autonome et autonomisant, finalement l'élève va essayer de traduire ses propos, va essayer de traduire la situation pour y voir du contrôle, pour que ça reste et que ça corrobore sa vision des choses, son fonctionnement. C'est ça qui est aussi assez incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est extrêmement pertinent de faire de la vulgarisation de sens social pour donner aux gens une visibilité sur ces mécanismes. Parce que là, évidemment, on est sur des personnes qui ne connaissent pas ces fonctionnements-là, qui ne savent pas que ça fonctionne comme ça. Et du fait qu'ils ne savent pas que ça fonctionne comme ça, peuvent difficilement essayer, par exemple, d'avoir un impact dessus, d'essayer d'aller vers autre chose, de se remettre en question, de simplement faire de l'introspection. C'est extrêmement difficile si vous ne comprenez pas les fonctionnements internes, bah du coup de comprendre comment vous fonctionnez internement parlant. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Donc du coup, c'est vrai que la vulgarisation à sens social et la vulgarisation en général, c'est extrêmement important parce que ça permet aux individus justement de pouvoir comprendre et se comprendre. Et du fait de se comprendre, pouvoir décider un peu plus sciemment de quelle direction ils veulent prendre en fait dans leur vie et en termes de société. Et c'est là où du coup, bah, ça pourrait être pertinent pour plein de gens qu'ils comprennent
comment fonctionnent ces éléments-là. Probablement que si vous aviez des personnes qui actuellement sont complotistes dans leur enfance et dans le contexte dans lequel ils évoluent depuis, on leur apprenait un peu plus et on leur donnait accès un peu plus aux tenants et aboutissants de leur comportement, de pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça, de qu'est-ce qui a fait qu'ils pensent comme ça, qu'est-ce qui fait qu'ils attendent ça, comment ça se fait que potentiellement ils voient tel ou tel élément en face alors que c'est pas forcément quelque chose qui est réellement voulu et pensé en face. Peut-être qu'ils ne seraient pas complotistes. Peut-être que certaines personnes ne seraient pas d'extrême droite. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut repenser au chapitre sur les incels. Il y avait le chapitre sur les incels où notamment il y avait un témoignage d'un incel qui disait que justement avant il était dans un vase clos, il était dans cet environnement et il traduisait tout ce qu'il voyait en fonction de ça. Et un jour, il s'est retrouvé à balader en fait à travers le monde. Il s'est retrouvé à voyager, il s'est retrouvé à se confronter à des gens qui étaient différents fondamentalement de lui et des milieux dans lesquels il évoluait. Et là, en fait, il s'est rendu compte que tout ce qu'il interprétait avant, provenant donc de ces milieux si différents du sien, mais qui avant était vu comme un ennemi, purement comme un ennemi, lointain, sans avoir d'échange avec ces personnes-là, sans avoir un échange réellement sur quelles sont leurs intentions, ainsi de suite. Et ben, en fait, là, en ayant le contact direct, en étant confronté à ça, ça a remis en question tout son fonctionnement, jusqu'à présent d'Incel. Et aujourd'hui, il ne l'est plus, parce que justement, il a vu toute l'écueil du truc, et il a compris, il a vu qu'il interprétait d'une certaine manière des choses qui n'étaient pas réelles, en fait, qui étaient réelles pour lui, mais qui n'étaient pas du tout l'intention des personnes en face. Et ça lui a permis de prendre conscience, en fait, finalement, de ce qu'il avait comme besoin, et de comment est-ce qu'il fonctionnait à l'heure actuelle, et pourquoi. Ce qui lui a permis du coup de prendre des décisions, notamment sur vers quoi évoluer, vers quoi tendre, et en l'occurrence un modèle différent, ne plus être un incel, ce qui est plutôt bien, on va pas se mentir. Mais du coup, voilà, c'est vraiment intéressant de voir ces éléments-là et comment est-ce que ça se comporte les uns avec les autres, comment est-ce que ça interagit. Je continue. Développement. Cette orientation vers le contrôle est acquise à force d'avoir été dans des environnements contrôlants, c'est-à-dire sapant l'autonomie par la surveillance, les directives rigides, les punitions, les récompenses, l'empêchement d'initiative ou d'expression singulière de l'individu. Ainsi, même si un environnement est très empuissantant, nourrit les besoins et fait place belle à la motivation intrinsèque, l'individu à forte orientation contrôlée va essayer de retrouver ce contrôle extérieur. On a vu précédemment l'exemple d'un contexte scolaire sain pour l'autonomie. Les contrôlés peuvent tirer sur les professeurs par les provocations pour augmenter la chance qu'ils deviennent contrôlants, c'est-à-dire en les punissant, soit en étant directif avec eux. C'est une façon pour eux de retrouver un terrain connu. L'autre exemple est celui de l'enfant de parents anxieux. Il aura moins de motivation intrinsèque et plus d'introjections. Ainsi, toute situation de pression ou d'évaluation sera beaucoup plus stressante pour lui. Il ne pourra pas se concentrer sur sa tâche, tout sera perçu comme une mise à l'épreuve menaçante. Si j'échoue, c'est que je suis définitivement nul. Tout nouveau contexte sera considéré comme un contrôle. Le collègue de travail sera vu comme un surveillant, même s'il est juste un collègue, juste un père. Ce qui sapera la motivation intrinsèque et donc entraînera une concentration moindre sur la tâche, un travail moins profond, moins efficace, basé juste sur les apparences et qui, paradoxalement, provoquera le contrôle. Expérience. Deci, Schwartz, Schenman et Ryan en 81 rappellent une expérience que nous avons déjà vue, je présume plutôt, ou que nous avons déjà en AMI. Ça fait bizarre déjà que nous avons déjà, on possède pas vraiment le truc. Rappelle une expérience que nous avons déjà vue en AMI. Plus les élèves ont fréquenté des professeurs à orientation contrôlée, plus ils ont une motivation intrinsèque, une estime de soi et une compétence cognitive qui chute. L'orientation contrôlée du professeur amène les élèves à être moins curieux, à prendre moins d'initiatives, à choisir des tâches plus faciles que difficiles. Précis. De quoi qui est précis? J'ai pas le... Pourquoi précis? Par rapport à quoi? Comme il y a un décalage, j'ai pas remis là. Je sais pas pourquoi précis. Deci, Connell et Ryan en 89 ont constaté que plus les managers ont une orientation contrôlée, plus les subordonnés se sentent aliénés, ont moins de satisfaction, ont plus de motivation extrinsèque. Lonky, Rayman en 90 ont découvert que les individus en orientation contrôlée haute avaient tendance à tricher davantage lorsqu'ils en avaient l'occasion. Par rapport à la surveillance, ouais.
Effectivement, c'est ça qui est ouf en fait, c'est que tu as l'impression que ton collègue de travail est un surveillant alors qu'en vrai, pas du tout et ça, c'est un truc qui est très, très, très récurrent. C'est un truc qui est vraiment extrêmement récurrent. Le nombre de fois où, j'ai des gens que, je connais dans mon environnement proche, hein, qui me disent: «Mais, en fait, je sais factuellement que mon collègue est juste un collègue. On est juste là pour travailler ensemble, mais je peux pas m'empêcher de me dire que, bah, il va peut-être faire des retours à mon supérieur. Il va peut-être, me juger». Et tu en mode: «Mais en fait, ça a pas de sens» et en même temps, ben, c'est pas étonnant vu les contextes dans lesquels on est. Les contextes de travail, notamment dans le modèle occidental, sont extrêmement surveillants, sont extrêmement, oppressants et sont du coup extrêmement, sapants au niveau des besoins et des motivations. Et donc c'est assez logique que finalement ça débouche sur une orientation qui est contrôlante, enfin qui est contrôlée. C'est même plus que cohérent. Et donc finalement, bah, c'est assez logique d'avoir ce genre de retour. Mais ça pique, hein, ça pique. Je continue. Lonky et Rayman, en 90, ont découvert que les individus en orientation contrôlée haute avaient tendance à tricher davantage lorsqu'ils en avaient l'occasion. Je l'avais déjà lu, mais c'est pas grave, comme ça fera 2 fois. Casser et Ryan, en 93, ont constaté que les personnes très orientées vers le contrôle avaient également tendance à accorder une très grande importance à l'accumulation de la richesse par rapport à des aspirations plus intrinsèques. Ah là là, ça pue tellement. Parce que là, en plus, hein, donc l'expérience de Casser et Ryan montre donc que les personnes qui ont un environnement, enfin une orientation contrôlée, ont tendance à avoir une très grande importance au niveau de l'accumulation des richesses. Or, on sait que tout ce qui est justement accumulation des richesses, l'importance de l'accumulation des richesses, l'importance justement de ces aspirations-là dans le comportement et dans les volontés, en fait, c'est très souvent assez fortement corrélé avec des points de vue autoritaires, de domination sociale. On sait que par exemple dans le SDO et dans le RWA, donc les échelles qui servent à mesurer bah, justement la dominance sociale et l'autoritarisme de droite, ce sont des éléments un peu clés qui vont ressortir très facilement. Si vous êtes une personne qui a ce genre de vision du monde, en fait, généralement, vous pouvez très facilement tomber dans cette vision-là d'extrême droite, parce que justement, on va avoir une vision qui est hiérarchisée. On va avoir une vision qui est basée sur le fait qu'il faut gagner, il faut réussir sa vie, et que pour ça, il faut avoir des éléments matériels qui, en fait, finalement, vont avoir une importance presque corporelle. Ça devient limite un morceau de ton corps. Finalement, ta voiture est un prolongement de toi-même alors que ça n'a pas de sens. C'est absurde, mais pourtant ce sont des visions qui fonctionnent très bien, parce que ça permet bah, de passer sur des rapports de force assez oppressifs qui fonctionnent très bien avec ce genre de vision. Moi je marche même presque à l'inverse, je me permets de balancer parfois des techs d'extrême gauche, pas trop non plus, je bosse à McDo, ouh. Oui. Peut-être parce qu'une ancienne directrice adjointe a fait l'erreur de dire que celui qui avait mon poste avant venait une fois toutes les 2 semaines. Toi, tu marches presque à l'inverse et tu balances des techs de gauche parce que ton ancienne directrice adjointe a fait l'erreur de dire que celui qui avait mon poste avant venait une fois tous les 2 semaines. Alors attends, faut que je replace par rapport à ça. Sur le fait de justement accumulation de richesse et tout ça, j'ai pas forcément compris la phrase. J'ai pas forcément très bien remis la phrase. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. J'ai un doute. Je préfère ne pas interpréter par erreur ce que tu dis. Je vais continuer en attendant en attendant que tu précises, je vais continuer un peu les recherches. Costner et Zuckerman, en 94, ont constaté que les élèves très orientés vers le contrôle avaient tendance à adopter des objectifs de performance plutôt que des objectifs d'apprentissage. McCoskey, en 99, a constaté que les individus très orientés vers le contrôle avaient tendance à être plus machiavéliques. Knie, Neibor et Vietor, en 2001, ont constaté que l'orientation de contrôle était liée à une colère accrue suscitée par les actes des autres conducteurs, à une conduite plus agressive et à des interpellations plus nombreuses. En bref, les individus hauts en orientation contrôlée semblent présenter un risque pour les autres conducteurs sur la route. Ils ont constaté que les conducteurs hauts en orientation contrôlée subissaient davantage de pression et de défense de leur moi, ce qui augmentait leur colère et leur agressivité. Lorsqu'ils étaient en colère, ces conducteurs risquaient davantage de klaxonner, de faire des gestes obscènes et de refuser l'accès aux autres conducteurs. Selon les chercheurs, il semble exister des liens entre l'orientation contrôlée et les tendances à l'agressivité interpersonnelle. Neighbors et Larimer, en 2004,
ont constaté que les étudiants ayant une forte orientation de contrôle jouent plus souvent à des jeux de casino, dépensent plus d'argent, ont tendance à être plus dans des critères d'addiction de jeu. Du fait de se contrôler et d'avoir peur de la surveillance par des collègues. D'accord, oui. Du coup, tu ne te sens pas du tout observé par les collègues parce que justement, tu sais que du coup, OSEF quoi. Oui, je suis en retard en même temps, je suis un boomer du clavier. Non, mais il n'y a aucun problème. Comme je dis à chaque fois, il faut pas. C'est pas parce que je comprends pas ce que vous me racontez ou qu'on est en décalage que c'est un problème, loin de là. De fait, Twitch, même si on est plus ou moins en temps réel en échange, il y a quand même un décalage de 10 à 20 secondes selon les connexions et ainsi de suite. Et c'est vrai que du coup, parfois je suis passé à autre chose. Ça arrive, ça arrive. Donc c'est vraiment pas un problème. Et puis voilà, au pire, il se passe ce qui vient de se passer. Je vous dis non, je comprends pas. Est-ce que vous pouvez préciser? Et puis c'est tout. C'est pas très gênant. Je reprends, je continue. Neighbors, Larimer, Gessner et Gni en 2004 ont constaté que les étudiants ayant une orientation contrôlée boivent davantage d'alcool, ont de fortes motivations pour boire, notamment des motivations sociales, d'amélioration, d'adaptation et de conformisme, et ont également plus de problèmes liés à l'alcool dans leur vie. Nerink, Lenz, Duriez, Vanstenkist, Swenens, désolé si j'ai un peu massacré les noms. 2008, sur une population d'étudiants belges, ils ont découvert que l'orientation contrôlée est liée à une basse empathie, notamment sur le fait de prendre la perspective d'autrui. Ils ont du mal à imaginer ce qu'un autre peut vivre, à se mettre à sa place, et de se sentir préoccupés pour autrui, s'inquiéter de la situation d'autrui. Moller et Dessy en 2010 ont montré que les personnes ayant une orientation contrôlée étaient plus enclines à la fois à l'agression interpersonnelle et à l'endossement de la violence. C'est induit par leur tendance accrue à déshumaniser les autres, ce qui concorde avec l'idée selon laquelle lorsque les individus en orientation contrôlée se sentent davantage comme des objets, ils ont une diminution de leur sensibilité empathique. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. On voit dans les expériences que l'orientation contrôlée est liée à une agressivité sur autrui, à une déshumanisation de l'autre. Non seulement l'individu à orientation contrôlée est sous l'emprise d'un environnement contrôlant, par exemple il cherche à performer, à gagner, c'est-à-dire en quelque sorte à jouer au jeu extrinsèque de l'environnement social, y adhérer, mais il exerce aussi un contrôle sur autrui, en le jugeant avec violence, agressivité verbale sur les autres conducteurs, déshumanisation. Il endosse les règles du jeu des environnements contrôlants en essayant de dominer et d'être autoritaire sur autrui. D'autres expériences démontrent ce lien entre autoritarisme et domination que nous verrons dans l'extension RWA et SDO. Vous voyez, on est exactement sur ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. J'étais justement en train de vous dire, attendez, ça c'est typiquement en raccord avec tout ce qui est autoritarisme de droite et tout ce qui est domination sociale. Et ben voilà. Et bah voilà, Vici ceci, enfin en même temps c'est pas étonnant, elle a quand même bien travaillé sur la question, donc elle a fait un excellent boulot. Forcément, voilà. Le DLC RWASDO. Alors je pense que quand on va y arriver, ça va piquer quand même, hein, sachant que au passage, si vous êtes curieux et curieuse, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Horizon Gull, parce que bonjour V6. Actuellement, donc, vous avez Sheikah qui est en train de faire un énorme dossier vidéo sur l'autoritarisme. Et donc, du coup, il y en a 3, si je dis pas de bêtises. On les a regardés sur la chaîne, on a fait du React, du puzzle React dessus il y a quelques temps. Et donc, les 3 premières vidéos sur 5, si je dis pas de bêtises, sont déjà sorties et ça montre vraiment beaucoup de choses, quoi. Et sur le fonctionnement, justement, de tous ces fonctionnements-là autoritaristes. Et c'est d'autant plus flippant quand on voit ce qui se passe aujourd'hui politiquement, notamment en France et globalement dans l'Occident et même au monde, hein, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Comment vas-tu, V6? J'espère que tu vas bien. On progresse. On est page 416. 416 quand même, hein. Quand même. On est bon. On est bon. Je pense que d'ici 6 mois, on peut essayer de le finir, hein. Je pense que c'est bon, hein, on peut tabler sur encore un petit 6 mois et on est bien. Hein. Aujourd'hui, on a pas mal avancé. Là, on est... je crois qu'on a pas mal avancé, parce qu'on était à quelle page quand je me suis arrêté? Je sais même plus où est-ce qu'on était tout à l'heure quand on a commencé le live. Mais ouais, là, ça fait 3h30 qu'on est dessus. Ça fait 3h30 qu'on est dessus, et c'est vrai que quand même... on était à la page 404. Sérieusement? Genre, c'est même pas une blague?
Page not found? Sérieux? C'est comique, mais voilà. Bah du coup, ouais, on a quand même fait une bonne dizaine de pages, hein, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, oui, sachant qu'il y a au moins 10 pages de référence, effectivement, je me suis dit qu'il devait bien y avoir 10-20 pages de référence tranquille. Je me suis retenu de réagir. C'est beau. C'est beau, c'est Ron. C'est Ron qui, normalement, pour ceux qui ne le savent pas, est vraiment notre spécialiste dans les blagues. C'est voilà, c'est Ron au-dessus de tout, hein. Vraiment, c'est Ron for the win. Là, il s'est retenu de réagir, c'est beau. C'est beau. Je suis presque impressionné, c'est Ron. Tu vas bien? Tu es malade? Hein? Attends, je te mets même une petite alerte pour toi, Céron. Vous connaissez la méthode un peu, donc beaucoup de tendresse, mais aussi des coups de pied au cul. Voilà. Je veux aussi pas t'ouvrir toute la route de la digression. Bah ouais, mais c'est vrai que j'ai tendance à faire de la digression beaucoup. Oui. Oui. Bref, je me recentre. Tout ça pour dire que du coup, je fais des liens dans le texte, et après le texte fait les liens aussi. Et ça, c'est beau. C'est là que vous voyez que V6, elle sait très bien écrire. Et oui, elle sait très bien agencer son bouquin. Parce que, bah, effectivement, quand tu es issu du milieu, on va dire des sciences sociales, on commence à te parler de certains trucs, tu te dis, bah tiens, il doit y avoir un lien avec ça, et puis bah tu vois que bah oui, c'est dit par le livre, voilà. C'est bien agencé, c'est propre, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je continue. L'orientation vers le contrôle est donc très néfaste pour l'individu lui-même et pour les environnements sociaux, surtout lorsqu'on les réfléchit à long terme et comme étant interdépendants. Si on considère les environnements sociaux sur le court terme, comme par exemple viser une certaine productivité, c'est-à-dire une bonne note, un bon rendement, un bon comportement, et qu'on considère les environnements sociaux comme n'étant pas interdépendants, ou qu'on ne veut pas s'interroger sur leur interdépendance, l'orientation contrôlée peut être perçue comme positive par les environnements, car elle peut être source de productivité via l'obéissance, le conformisme, etc. L'individu à orientation contrôlée a un comportement qu'on peut prédire, modeler, conditionner. Cela peut être perçu par des environnements, contrôlants, autoritaires et même pseudo-libres, comme une qualité, parce que c'est sécurisant, calculable, planifiable. Cependant, à long terme, c'est un problème, car cela aura un impact négatif à cause des dégâts sur les personnes ciblées par les individus en orientation contrôlée, qui tendent à l'agressivité, à la déshumanisation, aux préjugés, à la dominance. Mais non seulement l'orientation contrôlée peut être perçue comme positive par les environnements sociaux, mais elle peut être également suscitée, voire forcée, car il y a un intérêt financier direct grâce à la productivité gagnée. Et là, on retombe sur un peu les tacles basiques qu'on a ici sur la chaîne. Bordel de merde, brûlons le capitalisme. Voilà. C'est pas possible. Typiquement, c'est un truc qu'on disait tout à l'heure, hein, quand on parlait du monde du travail. Je sais plus à quel propos on parlait du monde du travail, mais on disait que justement les environnements pouvaient être extrêmement autoritaires. Et qu'on se retrouvait, ah bah si, avec le fait que les personnes qui sont avec justement ce bagage-là, avec cette orientation contrôlée, vont avoir tendance à voir l'environnement comme contrôlant, même s'il ne l'est pas. Et donc du coup, typiquement, qu'ils peuvent voir des collègues comme des surveillants et ainsi de suite. Typiquement, c'est fortement façonné et mis en avant par les environnements sociaux de travail dans l'Occident. Dans l'Occident qui est ultra-capitaliste, qui est néolibéral, et où justement, parce que ça rapporte du profit, on va pressuriser les travailleurs. On va les mettre dans des états de pression phénoménale, juste parce que ça rapporte. À court terme, ils vont travailler avec plus d'efficacité. À court terme, et encore, en vrai, c'est discutable, on l'a déjà dit plein de fois. Mais, allez, on va rester dans la vision simpliste. À court terme, tu pressurises, donc on va dire il va marcher à 200% ton employé, t'es content, ça te rapporte. Puis après, au final, c'est pas grave, il tombe en rade, il est fatigué, tu le jettes, t'en prends un autre. Mais la violence de ces propos, en fait, quand on se rend compte que littéralement, on est en train de parler d'humains, on est en train de parler d'individus, et qu'on les jette comme ça, comme des déchets, on les traite comme des machines en fait, sans âme, sans sentiment, sans rien, sans cognition. On les traite comme des êtres inférieurs. Les patrons, les personnes qui sont les ressources humaines et qui ont ce genre de discours, estiment et pensent littéralement que les travailleurs en dessous d'eux, finalement, bah déjà ils sont en dessous d'eux, ça c'est déjà un premier propos, et ils pensent que, et ils se comportent comme si finalement bah, c'est une ressource jetable, remplaçable, et c'est d'une violence incroyable. Et dans nos environnements sociaux, tels que pensés et largement répandus, capitalistes, néolibéraux, on a justement ces environnements-là sociaux qui finalement sont promus
sont mis en avant, sont considérés comme bénéfiques parce qu'ils rapportent de l'argent, parce qu'ils permettent à l'élite, qui est globalement à l'avantage de cette société, de rester déjà une élite et de continuer à toucher tout un tas d'avantages. Et c'est extrêmement violent, quoi. Voilà, à partir de Euh, là, c'est clair que c'est n'importe quoi. oui. Bonjour, alias. Je veux la Continentale et la Fantôme. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Mais bienvenue. Bonjour. Et oui, c'est n'importe quoi, exactement. Des bisous ultra cute. Je vous laisse chez les courses à faire. Eh ben, des bisous à toi. Bonne course. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin et enfin même ce début d'après-midi. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Et puis bah, bonne course à toi. Je continue. Orientation autonome. Les personnes à orientation autonome portent leur attention prioritairement sur les possibilités, les opportunités, les choix possibles d'une situation, d'un environnement. Elles voient l'environnement extérieur comme une source d'infos pertinente, tout en n'omettant pas les sources d'informations intérieures, les émotions, les motivations, les valeurs. La synthèse entre l'extérieur et l'intérieur est faite. Les personnes à orientation autonome choisissent ce qu'elles trouvent important, s'engageant dans une situation selon cette synthèse, et pas à cause des aspects de contrôle de l'environnement. Ainsi, elles peuvent suivre un environnement contrôlant en faisant fi des aspects de contrôle, en conservant leur motivation intrinsèque ou en s'accrochant à l'aspect signifiant de l'activité. Si cela est possible, s'il n'y a pas d'autonomie possible, elles tenteront de changer ces aspects contrôlants ou s'échapperont de la situation et choisiront préférentiellement des environnements autonomes. Il y a un haut niveau de motivation intrinsèque et une motivation régulation intégrée et identifiée qui les rend ouvertes, flexibles, très souples, s'adaptant aux changements. On a encore quelqu'un qui adore les voitures. Alors je sais pas si c'est un mouvement précis voulu, mais c'est assez régulier et assez récurrent qu'il y a des gens qui viennent pour demander et papoter autour des voitures. Question, est-ce que tu es une âme charitable? Ça va dépendre. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'il va y avoir derrière. Je suis une âme charitable, mais si t'es d'extrême droite, si tu es fasciste, si t'es LGBTophobe, si t'es raciste, ce genre de choses, j'aurais pas du tout une âme charitable. On va pas se mentir. Ma charité, voilà, elle va pas trop se faire là. Et effectivement, en plus de ça, il y a un bagage dans charitable qui me convient pas trop. Charitable, il y a un côté très mauvais, dans le sens faire la charité, c'est pas vraiment un très bon fonctionnement. Je préfère solidaire, c'est beaucoup plus cohérent parce que solidaire, c'est faire groupe. Charité, finalement, c'est venir aider ceux qui sont moins, ceux qui sont en difficulté et ainsi de suite. Autrement dit, c'est se mettre soi au-dessus. Et ça, j'aime pas trop. Ça, c'est pas trop le modèle de la chaîne et c'est pas trop le modèle de courant de pensée dans lequel on s'inscrit. Du coup, j'aurais plutôt tendance à dire solidaire. C'est effectivement quelque chose qui me correspondrait beaucoup plus, comme le dit Céron. Plutôt solidaire que charitable. Et du coup, voilà, avec la chose à prendre en compte qui est que je suis solidaire avec des gens qui méritent en fait d'être un minimum. Enfin, à qui on puisse faire preuve de solidarité parce que bah, les gens qui font preuve de violence, en fait, de domination diverses et variées, non, clairement non. Je ne leur mettrai pas un pet d'empathie, même si sur le papier je peux comprendre, parce que c'est notamment ce qu'on a vu avec le livre, hein, même si on voit en fait le fait que les déterminants qui vont pousser ces gens à avoir des comportements d'extrême droite, négatifs et ainsi de suite, sont pas forcément de leur fait, qu'ils ne sont pas forcément responsables du fait qu'à la base ils ont ce modèle-là de fonctionnement et de pensée, ça n'en change pas. Et d'ailleurs le bouquin l'avait dit que c'est extrêmement difficile de pouvoir faire preuve d'empathie pour ces gens-là et de pouvoir essayer de faire une passerelle. Parce que le problème c'est que c'est des problèmes sociaux qu'il faut notamment faire évoluer d'un terme social. Tant qu'en termes de société, on ne mettra pas de côté tout le bagage nul qu'il y a dans l'autoritarisme, dans la recherche de l'individu suprême au-dessus du reste, et ainsi de suite, ça va être un problème. Le rapport de domination et de privilège, entre autres. Oui, tout à fait. La différence, en fait, c'est que charitable, ça sous-entend que tu vas faire la charité, que tu vas venir apporter aux personnes qui sont en difficulté. Et ça sous-entend donc, en soi, dans le modèle de pensée qu'il y a avec la charité, que tu es supérieur, que tu es au-dessus. Or, non, c'est pas parce que tu as une réalité qui est différente, notamment que tu as peut-être eu des facilités dans la vie, que tu es supérieur. C'est
quelque chose qui est une question de domination et de rapport aux privilèges à prendre en compte. Donc du coup, je préfère solidaire dans l'idée où même si on a des situations qui sont très différentes les uns des autres et donc des moyens qui peuvent être très différents les uns les autres, solidaire ne nous place pas au-dessus. Solidaire ne va pas mettre une hiérarchie en place. On est sur un même piédestal, on est au même niveau. Et on va donc s'entraider parce qu'on est au même niveau. Pas parce que on va avoir notamment un gain en termes de oh, regardez, je suis quelqu'un de bien, je vais aider autrui. Parce qu'il y a ça aussi avec l'âme charitable, avec la notion de charité, c'est le côté on va gagner du bagage, on va gagner du. Comment dire, on va gagner en monnaie sociale. On va se mettre en avant sur le fait que regardez, on fait preuve de charité, on est quelqu'un de bien. Et on fait ça finalement plus parce que ça va nous rapporter en termes d'image que parce que on a envie d'aider la personne. C'est ça aussi le problème. C'est pour ça que Solidaire est beaucoup plus intéressant parce que Solidaire évacue ce sous-texte-là. Et Solidaire, c'est vraiment l'idée que on va se serrer les coudes les uns et les autres. On va s'aider les uns et les autres parce qu'on veut aider les autres. T'as fait un bac. Oui, j'ai fait un bac. Il y a de nombreuses années de ça. Je suis passé par Ah, c'est un bac L. Ah, c'est une lettre. J'ai cru que c'était un point d'exclamation, autant pour moi. Non, j'ai fait un bac ES, économique et social. Et puis après, je suis parti en faculté faire mon master de psychologie, du coup. Et de psychologie sociale du travail des organisations, pour être précis. Tu as une trop bonne élocution pour moi. Non, je dirais pas que j'ai une bonne élocution, parce que sur plein de trucs, je suis pas très bon. Et surtout, si vous ne comprenez pas certains termes, il faut me le dire pour que je puisse s'adapter aussi. Parce que moi, c'est à prendre en compte, mais j'ai un bagage académique, effectivement, en psychologie sociale, en psychologie de manière générale, et en psychologie sociale plus particulièrement, parce que c'est ma spécialité. Donc c'est vrai que j'utilise des termes qui, pour moi, me sont acquis, me sont facilement accessibles, et où je vois tout de suite les images qui sont rattachées. Pour autant, il faut vraiment pas hésiter à me dire attends, là, je comprends pas ce que tu dis, parce que moi, c'est normal que ça me soit justement des mots normaux, dans le sens où c'est dans mon bassin de travail. Mais je comprends tout à fait que pour une grande majorité de gens, c'est pas forcément le cas. Tout comme il y a tout un tas de gens qui peuvent me parler en long, en large de certaines choses et que je vais absolument pas comprendre. Si on part par exemple sur de la mécanique, si je parle avec un garagiste, ça m'est arrivé notamment il y a pas si longtemps que ça, il a utilisé des termes où je comprenais pas. Pour moi, ce n'était pas du tout des choses qui allaient de soi parce que c'est pas du tout le bassin dans lequel j'évolue et du coup je ne comprends pas en fait ce qui est là quoi. Moi je lisais le dico gamin parce que je jouais au Scrabble et j'ai pas retenu toutes les définitions. Oui. Bref, je reprends le texte. Cette orientation est associée au bien-être, à la vitalité, à la vigueur, à une forte motivation lorsque c'est en accord avec leurs valeurs, leurs intérêts. Les personnes à orientation autonome ont plus de capacité à nourrir leurs besoins, car l'autonomie leur permet de choisir, de modeler les environnements pour qu'ils satisfassent les besoins. Elles ne sont pas influencées par les manipulations de l'environnement, comme les récompenses. La motivation intrinsèque et autonome est la plus importante pour les guider. Développement. Les personnes ayant une orientation autonome l'ont eu car leur autonomie a été soutenue longtemps par les environnements. On leur a laissé choisir, développer des compétences qui les attiraient, laisser leur motivation intrinsèque vivre. Leur environnement n'était pas menaçant au niveau relationnel. Pour elles, le monde n'est pas perçu comme menaçant, contrairement aux deux autres orientations. Ainsi, ils n'auront pas un mode défensif concernant les nouvelles situations. Les nouveaux contextes, les rencontres, sont perçus comme des opportunités non extrinsèques, des possibilités de nourrir les centres d'intérêt, leurs valeurs, de répondre à leurs besoins. En cela, il y a pleinement choix et réflexion entre leurs intérieurs et leurs extérieurs, dans lesquels ils peuvent injecter de l'autonomie ou s'orienter vers des environnements autonomes. Expérience. Desi et Ryan, en 1985A, ont montré que l'orientation vers l'autonomie était positivement corrélée à l'estime de soi, à la réalisation de soi. C'est également lié à la tendance des personnes à soutenir l'autonomie des autres. C'est-à-dire que plus les individus sont fortement axés sur l'autonomie de leur propre vie, plus ils sont susceptibles de soutenir l'autonomie des autres. Farmer et Sundberg, en 1986. L'orientation vers l'autonomie est liée à de bas niveaux d'ennui. Blustein, en 1989, Amabile d'ailleurs, il me semble que c'est Amabile qu'il faut dire. Hill, Hennessey, Teig, en 1994, lors des décisions de carrière, les personnes à orientation autonome se concentrent plus sur l'intérêt du travail et son niveau de stimulation. Kostner et Zuckerman, en 1994, ont rapporté que les étudiants très orientés vers l'autonomie
avaient tendance à adopter des objectifs d'apprentissage plutôt que des objectifs de performance, et avaient tendance à avoir une grande confiance dans leurs capacités académiques. Kni, Patrick, Vietor, Nanayakara, Neighbors en 2002, dans une étude en laboratoire sur les couples, conçue pour mettre en évidence les différences de perception de la relation entre eux, il a été révélé que les personnes à orientation autonome affichaient des émotions moins négatives, davantage de comportements positifs vers la relation et plus de stratégies de maintien de la relation. En revanche, les individus très hauts en orientation contrôlée étaient plus négatifs au sujet de la relation et souhaitaient que leur partenaire ressemble davantage à eux. Gagné, en 2003, a évalué les orientations des personnes et leur activité prosociale, bénévolat, dons, participation à des collectes alimentaires, etc. Plus les personnes étaient en orientation autonome, plus il y a des comportements prosociaux. L'orientation autonome était prédictive de la prosociabilité. Nerik, Lenz, Duriez, Vantenskiste, Vanstinkiste. Je ne saurais pas le dire à chaque fois, hein. Ça fait 2 fois que je bloque dessus. Soenens en 2008. L'orientation autonome est liée à l'empathie. Elle corrèle négativement à l'autoritarisme de droite, le RWA, et à l'orientation à la dominance sociale, le SDO. À travers le temps, la capacité cognitive à prendre la perspective de l'autre pousse à étendre l'orientation autonome et écarte la RWA et le SDO. Et ça c'est super intéressant. Et bonjour Chloupiné, bonjour, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. On est en plein live de lecture de sciences sociales de V6. D'ailleurs, il y a V6 qui est quelque part dans le chat, hein, qui est là, qui nous regarde, qui nous observe. Fantiskiste, tu crois? Oh, je saurais vraiment pas le dire. Hein. Il est où? Où est le... J'ai dû le passer, attendez. Là. Vanstankiste. Je sais pas le prononcer non plus. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà, je suis pas le seul. Je me sens moins bête. Non mais il a un nom à coucher dehors, on va pas se mentir. Pour des locuteurs français comme nous, qui ont pas du tout ce genre de sonorité, c'est vrai que c'est super chaud en fait de le prononcer. À moins d'avoir un métier et un contexte dans lequel on est très facilement présenté à ce genre de locutions différentes, c'est compliqué de trouver comment le prononcer. Hein. On va pas se mentir. Hein. Je ne suis que proche de suisse allemand, c'est mon seul bagage nordique germain. Oui, ok. Et du coup, j'espère que tu vas bien, Chloupiné. Donc, on est en pleine lecture de sciences sociales. C'est quoi le secret de la réussite? Comme a priori, tu es expert en la matière. Alors non, déjà, je suis pas un expert. Encore moins de la réussite. Première question qui se pose, c'est quoi la réussite pour toi? Ça, déjà, ça sera un bon début. Si déjà, tu peux définir ce que c'est la réussite pour toi, on pourra voir ce qui peut être un bon chemin ou pas. Quant à avoir un secret, il n'y a pas de secret de la réussite. Ça n'existe pas de secret de la réussite. À l'heure actuelle, dans la société telle qu'elle est, à mon sens, selon mes valeurs à moi, il n'y a pas beaucoup de moyens de réussir. Hein, parce que, en fait, il n'y a rien qui va dans les codes sociaux qui sont transmis par nos sociétés, dans le modèle dans lequel on est. Il n'y a pas grand-chose qui va vers du bon, au contraire. Donc, j'avoue que la réussite, je la vois pas trop. Réussite financière. Alors si déjà pour toi la réussite c'est la réussite financière, ça va être compliqué. Mais je te propose d'aller dans une école de commerce. Va dans une école de commerce, va apprendre à brasser du vent, va apprendre à réussir à vendre un peu tout et n'importe quoi. Et tu seras dans la réussite financière. Après, est-ce que c'est une réussite en termes de vie? Est-ce que c'est une réussite en termes d'humanité? Je suis pas convaincu. Personnellement, j'avoue que c'est pas du tout mes valeurs. C'est vraiment pas du tout mes valeurs. Genre vraiment pas du tout. Les réussites pour moi. Citation, vous êtes prêts? Citation, on est atteint, attention. Ne vous contentez pas de flotter quand vous pouvez naviguer. C'est bon ça? C'est bon ça, hein. Ah mon dieu, ce mec quoi. Donc ça, typiquement, c'est quelqu'un qui est en école de commerce et qui croit qu'il a réussi la vie parce qu'il a énormément d'argent et qu'il gagne énormément d'argent. Sa vie est très triste et il pense que ce qui fait qu'il a réussi, c'est qu'il a une Porsche. Bah, très bien pour lui, mais il a l'air peut-être pas forcément si heureux que ça, et moi je pense que je ne le serais pas. Mais bon. Sous-entendu, réussite personnelle, négligeant la réussite sociale. Oui. La réussite pour moi, c'est quand mon chaton vient sur mes genoux, et là j'ai tout gagné. Je suis assez d'accord, ça aussi, ça me plaît bien comme réussite. La réussite, c'est la cravate et le pull du MEDEF noué sur les épaules.
Oui, et puis quitte à passer pour un relativiste, la réussite, c'est plutôt un concept personnel au final. Ouais, complètement. C'est pour ça que déjà, pour moi, on réussit pas sa vie, c'est débile. Dans le sens où, est-ce qu'il y a des objectifs dans votre vie? Est-ce que quand vous naissez, vous avez des objectifs? Genre, est-ce que vous avez une quête qui est directement intégrée au partir du moment où vous naissez, qui vous dit, attention, mec, là, tu dois réussir ta vie, t'as telle quête à faire? Non, non, pas vraiment. On se construit notre vie. On se construit éventuellement, si on le veut, si on en a besoin, des objectifs. Mais c'est vrai que mettre en place le terme de réussir sa vie, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Pour moi, ça a vraiment pas beaucoup de sens parce que bah, du coup, c'est compliqué de réussir sa vie si la vie n'a pas de sens, vous voyez? Parce que je fais plutôt partie des gens qui estiment que être vivant ne signifie pas qu'on a un but, ne signifie pas qu'on a un objectif, hein, qui est universel et qui nous dépasse. Ça me semble quand même particulièrement compliqué, quoi. Je rigole, moi, ce que j'aspire, c'est juste à être dans l'autosuffisance, et une fois qu'elle est là, j'estimerais que j'ai accompli ma vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, tu vois, je suis même pas sûr, parce qu'encore une fois, je reviens un peu sur ce que disait Chouplinet, parce que je suis assez d'accord avec ça. C'est est-ce qu'on peut gagner, est-ce qu'on peut réussir notre vie? Est-ce que c'est pas un concept qui n'a pas vraiment beaucoup de sens? Parce que déjà, la réussite, effectivement, c'est un concept qui est personnel, pour reprendre ce que dit Chouplinet. C'est-à-dire que ta réussite à toi ne va pas forcément être la réussite de quelqu'un d'autre. Ça n'aurait même pas de sens de vouloir faire une réussite universelle qui est la réussite. Ça déjà, ça me chiffonne. Et derrière, personnellement, avec mes convictions, le terme même de réussir sa vie me pose problème. Parce que je vois pas en quoi on va réussir. Si tu réussis ta vie, est-ce que ça veut dire qu'une fois que tu as fait cet objectif-là, bah t'as plus rien à faire? T'attends en croisant les bras? Vous voyez, ça me pose un peu problème. C'est pas un truc qui me parle. Ou encore, c'est la grosse gloire quand j'arrive à plonger direct dans la mer à moins de 14. Alors là c'est les peak wins. Non, ça, moi, ça n'arrivera pas. Moi, je ne peux pas aller dans l'eau. Je suis extrêmement frileux. Vraiment. Pour moi, l'eau, c'est très très compliqué d'aller dedans. Pour me baigner, s'entend dans même les piscines et à la mer encore plus. C'est chaud, hein. C'est tellement chaud. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'eau qui est très très chaude. Moi, c'est pour ça que je prends sans souci des douches. Ça, il y a pas de problème. Et des douches chaudes, hein, généralement. Mais ouais, non, me baigner comme ça dans une eau à 14 degrés, mais jamais ça arrive. Jamais. Pour moi, si je me retrouve dans l'eau qui est à 14 degrés, alors pour moi, j'estime personnellement que c'est un échec. J'estime que du coup, je n'aurais pas dû me retrouver dans cette eau. Et que si j'y suis, c'est que j'ai échoué quelque part. Perso, j'ai glitch à la création du perso et ça me l'a pas donné. Ah là là. T'as pas réussi le journal de quête à la naissance? Ben non, voilà. Il est passé à côté. On réussit des trucs ponctuellement selon ses buts, ses valeurs, ses attentes, mais ça ne peut pas être globalisant sur toute une existence ou toute l'humanité. Bah c'est ça. Et pour moi, du coup, c'est difficile de concilier ça avec la réussite, réussir sa vie. Pour moi, ça n'a pas de sens. Tu vas réussir un objectif, tu vas valider un objectif. Tu peux avoir des objectifs de vie. Ça, je l'entends et je le comprends même assez facilement parce que je peux voir assez facilement l'idée que, effectivement, tu as envie d'atteindre cet objectif-là, entre autres objectifs. Je peux le comprendre, ça donne un but. Typiquement, si on prend des objectifs, moi, dans ma vie, à l'heure actuelle, mon premier objectif à laquelle je peux penser assez facilement, c'est j'aimerais que mon activité de streamer me permette de vivre. J'aimerais pouvoir gagner suffisamment d'argent en tant que streamer pour que ce soit des revenus suffisants pour assurer ma survie. À l'heure actuelle, ça l'est pas du tout. À l'heure actuelle, je ne peux survivre que parce que je suis marié et que ma femme a un emploi qui est plutôt bien payé et qui fait que du coup, on n'a pas la nécessité que j'aille faire un emploi plus classique et rémunérateur avec, par exemple, un SMIC ou autre. Mais si ça, par exemple, je peux le qualifier en tant qu'objectif, j'estimerais pas pour autant que ce serait réussir ma vie si c'est validé. Même si je vais valider ma vie, je vais me dire... même si je réussis cet objectif, je vais pas me dire j'ai réussi ma vie. Non, je vais me dire c'est cool. J'arrive à vivre de mon activité, qui est mon activité passion. C'est cool, c'est trop bien. Du coup, je vais faire un autre projet. Je vais continuer à streamer, bien sûr, mais je vais développer un autre projet. Et ainsi de suite. La team frileux, ouais. Je teste tellement avoir froid que même quand j'ai chaud, je bois à température ambiante. C'est pas mal ça là. Alors, j'avoue que là, typiquement, je bois du café.
qui du coup est pas vraiment froid, on va pas se mentir. Mais normalement, je bois de la Monster qui sort du frigo. Mais là, c'est que j'ai plus de Monster, donc je bois du café, voilà. Mais normalement, moi, ça me dérange pas trop par contre de boire quelque chose de froid. A contrario, par contre, la nuit, je dors avec une couette. On est en plein été, on est en pleine canicule. Je dors avec une couette. Et du coup, je dors mal, hein, qu'on soit d'accord. Hein, je ne dors pas bien, mais je ne peux pas dormir sans la couette. Et du coup, je me retrouve toute la nuit à enlever la couette. Du coup, j'ai froid. Ou du coup, j'ai une sensation de frais. Du coup, je suis pas bien. Donc, je remets la couette. Mais du coup, j'ai trop chaud. Du coup, je transpire. Donc, je suis pas bien. Donc, j'enlève la couette. Voilà, ça c'est ma nuit, ça. Voilà, ça, c'est bien. Hein. Débilité sans nom, mais voilà. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. De quoi, toi, Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau. La loi de l'Hormèse, c'est la loi qui dit du coup ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, c'est tellement discutable. Ouais, voilà, c'est un peu comme B6, ça dépend pourquoi, parce que genre si tu te fais défoncer injustement et que t'es traumatisé, bah tu vas juste être brisé en fait. Donc y a des trucs qui... je continue à rattraper, j'ai raison en plus, bah oui. C'est mieux pour le corps, ça le stresse moins que de devoir réchauffer le liquide, paraît-il. Mais non, sans déconner. Non. L'eau, c'est sous-coté ici, dis donc. Ouais, je sais que je bois pas tant que ça d'eau. En fait, je bois à peu près une bouteille d'eau par jour. Voilà, ça, c'est à peu près ce que je bois en termes de quantité d'eau par jour. Mais c'est vrai qu'à côté, j'ai tendance à boire une Monster ou quand j'en ai pas, 1 à 2 cafés. Là, c'est mon deuxième café de la journée. Voilà. Bref, je reprends un peu la lecture. Westain et Hodgins en 2009 ont exposé des personnes à des films troublants susceptibles d'engendrer des émotions négatives. Après le film, tous avaient un bien-être et une vitalité amoindris. Mais ceux orientés vers une plus grande autonomie, surtout qu'ils avaient la possibilité d'exprimer leurs expériences, avaient une meilleure adaptation au deuxième visionnage. Leur bien-être et la vitalité étaient moins bien instincts. Cela était possible car ils s'étaient appropriés des sentiments et étaient plus ouverts à ce qu'ils avaient vu. Ça me fait penser au fait, j'ai absolument pas dit bonjour à Maximus. Bonjour Maximus. Tu vas bien? Tu te portes bien aujourd'hui? J'espère que oui. 1 litre par jour, ça va. Y en a, ils boivent que des sodas. Oui, non, il faut boire à côté de l'eau, clairement. C'est pour ça d'ailleurs que je me force à boire une bouteille d'eau par jour. Hein. C'est parce que je sais qu'il faut la boire. Il faut la boire. Weinstein, Desi et Ryan en 2011. Dans cette expérience, on demandait aux personnes de réfléchir à leur passé, en se concentrant sur leurs caractéristiques positives et négatives à un âge donné, ou sur les événements positifs et négatifs de cette période. Puis, il leur a été posé des questions sur la pertinence de ces expériences passées, sur leur présent, leur identité actuelle. Soit les participants étaient testés via le GCOS. Le GCOS, qu'est-ce que... Pour voir leur orientation. Ah d'accord, c'est l'échelle de mesure de l'orientation. Ok. C'est ce qu'on a dû voir avant, mais j'ai pas retenu le nom, du coup j'avoue que l'acronyme, je l'avais pas là. Soit ils étaient amorcés pour être mis en orientation autonome et contrôlée. Ou contrôlée. Ceux en orientation autonome, amorcés ou via questionnaire, acceptaient tout autant les caractéristiques, événements positifs et négatifs, comme faisant partie intégrante de leur vie. Ceux en orientation contrôlée n'acceptaient que les caractéristiques ou événements positifs de leur vie, rejetaient l'expérience négative comme ne faisant pas partie de leur vie. Autrement dit, les personnes en orientation autonome étaient plus intégrées, ayant accepté les aspects positifs mais négatifs de leur vie, alors que les individus en orientation contrôlée n'acceptaient que les aspects positifs passés et rejetaient ou compartimentaient en quelque sorte les aspects négatifs, ne reconnaissant pas que ces expériences étaient une partie d'eux-mêmes. Et ça c'est dommage parce que ça te permet d'apprendre sur toi-même, ce qui est plutôt pertinent. Je suis arrivé un peu en scred. Bah ouais. La caféine est un hyperstimulant corrélé avec les dérèglements hormonaux. Après, quand tout dépend de ton capital de départ. Après, tout dépend de ton capital de départ. Probablement, je serais pas forcément étonné. J'avoue que j'ai très peu de connaissances sur ça. Je suis pas très bon du tout. Mais ça m'étonnerait pas forcément outre mesure. Et effectivement, bien sûr, comme pour toute chose, ça dépend du bagage génétique qu'on a initialement. Ça n'aura pas du tout les mêmes impacts d'un individu à l'autre. Il est quelle heure? Il est 14h18. Ça fait combien de temps la VOD? La VOD, c'est depuis midi 45, donc ça fait un moment.
Ça fait un moment quand même. On va couper la VOD là-dessus. Petite fougère de YouTube. J'espère que tu apprécies cette VOD. On avance petit à petit hein, quand même dans tout ça. Donc c'est plutôt cool. Et on se retrouve très bientôt pour la suite évidemment de la lecture. Des bisous. Ciao ciao ciao.